Ah, encore une belle soirée qui s'annonce dans les rues de Gotham. Bon, sergent, qu'est-ce qu'on a? On a retrouvé la victime dans le caniveau. Elle était à peine en vie, c'était vraiment pas beau à voir. Est-ce que les légistes ont quelque chose ou c'est trop tôt? Multiples traumas crâniens, 4 côtes cassées, poignardé 8 fois dans le dos. 8 fois? 8 fois. Comment il a survécu? On a une théorie. On pense que l'assaillant essayait de faire souffrir la victime. Vous pensez? Commissaire, est-ce que vous avez une idée d'à quel point c'est difficile de poignarder quelqu'un 8 fois de suite sans le tuer, dans le dos en plus? Non, c'est impossible d'être aussi incompétent, sauf en faisant exprès. Je vois, mais dites-moi ce que le pauvre a fait pour pouvoir mériter ça. Alors là, accrochez-vous bien, il avait volé des bonbons. Des bonbons? Des bonbons. Mais quel genre de monstre vole des bonbons à un honnête travailleur de Gotham? Je vous demande pardon. En plus, sur le long terme, vous imaginez tout l'argent perdu en termes de taxes? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est quand même de la cruauté pure et dure qui se trouve devant nous. Sans parler de l'exemple horrible qu'il donne pour les jeunes. Non, vous savez quoi? Je suis content de vivre dans une ville où est-ce qu'on a de braves justiciers qui n'ont pas peur de franchir la limite que nous, la police, on n'ose pas franchir. Bah, justement, la ligne, elle existe peut-être pour une raison. Mais non, ça va, on peut faire confiance à notre allié, la chauve-souris. Vous parlez de Batman, là, le lunatique qui a piraté les téléphones et les caméras de tout le pays, qui a une armurerie qui fait passer les militaires mondiaux pour une armée de soldats de plomb, et ce malgré son code moral très strict anti-arme à feu? Oui, exactement. C'est lui le symbole dont la ville a besoin. Robin est encore en thérapie. Figurez-vous que de se faire battre presque à mort et cribler de balles à l'âge de 13 ans, ça laisse des cicatrices. Beaucoup plus que seulement physiques. Vous voyez, un vrai héros prêt à faire des sacrifices. Qui sait lequel de nos braves citoyens se cache derrière ce masque? Bruce Wayne. Tout le monde sait que c'est Bruce Wayne, il a juste l'argent pour se payer un bon avocat. Un véritable héros. Bon, admettons, le fait étant que c'est pas Batman qui a fait ça. Attendez, quoi? La chauve-souris a été vue à l'autre bout de la ville il y a même pas une heure. C'est impossible qu'il ait été là, c'était quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu! Il faut arrêter ce malade! Sérieusement, vous voyez pas le double standard? Je veux toutes les unités sur le cas de ce mystérieux justicier qui ose se penser au-dessus de la loi. Je déteste mon travail, mais bon, le fait étant qu'on a un témoin qui a vu quelqu'un fuir les lieux du crime. Et est-ce qu'il a vu son visage? Non, malheureusement, mais il l'a identifié comme portant un masque rouge. Oh mon Dieu! Je sais à qui on a affaire. Yo tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Gotham? Le commissaire Jim Gordon a été démis de ses fonctions après avoir tenté d'arrêter le petit chaperon rouge, personnage très populaire de la littérature du 17e siècle, écrit par Charles Perrault. J'aimerais vous dire que j'invente tout ça. Ouais, donc tu te dis des fois que Batman... Ah, peut-être qu'il y a une raison pourquoi il reste à Gotham City. Salutations et bienvenue à ce 38e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Et aujourd'hui, on tombe sur un épisode que, sans dire que je le redoutais, je me doute un petit peu de ce qui va arriver en commentaire. J'ai commencé Analyse du Mal il y a un peu plus d'1 an après m'être intéressé de loin au concept du youtubeur américain de Val Eye et son émission Analyzing Evil. Ce, sans vraiment avoir regardé tous les épisodes, je trouvais juste le concept intéressant. Mais de deux, c'est aussi parce que le bien et le mal, c'est toujours quelque chose que j'aime rappeler dans les vidéos. C'est pas deux catégories, c'est un axe. Un axe où les actions subjectivement bonnes de l'un peuvent être vues comme mauvaises par le parti opposé. Et dans un axe, par définition, on a un milieu où les deux concepts se mélangent. C'est là qu'apparaît une catégorie de personnages très curieuse, j'ai nommé les anti-héros. Les Sterling Archer, les Punishers, et ironiquement, d'une certaine façon, on pourrait argumenter qu'à la base, Batman en faisait partie. Si aujourd'hui Batman est plus que jamais considéré comme un héros, paradoxalement, le grand public remet de plus en plus ses actions en question, n'hésitant pas à l'appeler un anti-héros, voire un vilain. On pointe du doigt ses activités non éthiques et dangereuses, et on dit qu'il est aussi mauvais que les vilains qui l'arrêtent. Critique dont j'ai déjà parlé, et surtout que j'ai déjà démenti dans une autre vidéo, je vous invite à aller la regarder, mais le fait étant que pour les premières années de publication de Batman, il y avait un cas à faire là-dessus. À la base, Batman est un personnage violent et il n'hésitait pas à tuer ses adversaires, des fois même de façon cruelle. Et même si lui a évolué, son univers est toujours aussi sombre, cruel et sans pitié. Et selon moi, la meilleure représentation de comment tout s'emboîte, c'est Red Hood. Vous voulez voir de quoi je suis capable en une soirée? Ne vous méprenez pas. Je ne vous propose pas de vous associer à moi. Je vous l'ordonne.
Red Hood, de son vrai nom Jason Todd, le deuxième Robin, est de manière générale la représentation la plus explicite des erreurs de Bruce Wayne. Et Red Hood, comme vous le savez, c'est un méchant de comics, ce qui veut dire que c'est très difficile de parler de consistance. Heureusement qu'en 2010 va sortir un film, Batman et Red Hood sous le masque rouge, de son titre original Batman Under the Red Hood, adaptation du comics du même nom. Comics qui est définitivement un de mes préférés de tous les temps, mon troisième comics de chez DC favori et mon histoire de Batman que j'affectionne le plus. Et ce film, il est tellement bien, il est bien animé, les designs y sont intéressants et il est sombre et violent sans devenir l'espèce de gros film immature et inutilement edgy qui composeront quelques années plus tard le DC Animated Saga. C'est un film qui a su parfaitement taper la note sur comment dépeindre un Gotham sombre et dangereux avec des personnages violents et des méchants charismatiques et cruels, mais qui a réussi à le faire sans en faire trop. C'est quelque chose que DC ont beaucoup de problèmes à faire avec leur animation. Et ça a payé parce que le film a quand même très bien résonné. Il obtient des très bonnes notes sur les sites de critiques et il est encore aujourd'hui sur Rotten Tomatoes le 6e meilleur film d'animation Batman, juste derrière Batman la relève, le retour du Joker, mon petit préféré. Et je pense que ça aide beaucoup à la popularité d'un certain personnage parce que pour beaucoup de fans de Batman qui ont découvert son univers via des films, des séries et des jeux vidéo plutôt qu'en lisant les comics, fans dont par exemple moi je fais partie, ce film c'était l'introduction de Red Hood. Tu veux crever? Il y a des façons plus simples de se suicider. Oui, comme hurler sur le type qui tient le fusil mitrailleur. Et quelle introduction dans le film, il est charismatique, intriguant et intéressant. Et au passage, on retrouve un personnage portant le t-shirt du film dans la saison 7 de Supernatural. C'est probablement un easter egg secret puisque cet épisode est sorti la même année que le film Under the Red Hood et que le personnage de Red Hood dans le film est doublé par Jensen Ackles, l'acteur qui fait Dean Winchester dans Supernatural. If you won't kill this psychotic piece of filth, I will! Considérant qu'on vit dans un monde où ça fait maintenant presque 10 ans que les fans militent pour que Jensen Ackles puisse prendre une fois pour toutes le rôle de Bruce Wayne, je pense qu'on peut parler d'un produit qui savait où aller chercher ses talents. Et justement, parlant de Red Hood, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Soyez donc sûr de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire, toujours avec le hashtag Analyse du Mal pour nous dire de quel autre personnage on devrait parler. Et souvenez-vous aussi de faire un tour en description pour nous suivre sur Instagram et sur Artpal pour pouvoir accéder à notre boutique en ligne. Et même si ça fait 14 ans qu'il est sorti, je me permets de le dire, allez vous taper Batman Under the Red Hood. C'est 75 minutes de pur bonheur sur l'homme chauve-souris. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Red Hood. Tout commence après une séparation, mais pas n'importe laquelle, celle de Batman et Robin. Dans cet univers, on ne sait trop pourquoi, mais Dick Grayson, le premier Boy Wonder, va quitter son poste de Robin auprès de Batman pour devenir un Nightwing à part entière. Ce qui va laisser Batman sans Robin, ce qui est un énorme problème parce que les fans le savent, non seulement Robin est très utile sur le terrain, mais c'est aussi un petit peu la conscience de Batman. C'est un soir en reportant les rues que le justicier solitaire va tomber sur quelque chose d'inhabituel. Un enfant est dans l'allée du crime, là où ses parents sont morts, en train de voler les pneus de la Batmobile. Cet enfant, c'est Jason Todd, un petit orphelin qui baigne dans la criminalité et qui n'hésite pas à voler et escroquer pour survivre un peu comme il le peut. Ou tout du moins, c'est comme ça dans les comics, on peut assumer que c'est comme ça dans le film aussi. C'est un petit peu le défaut de Under the Red Hood, c'est que tu comprends pas beaucoup la backstory de Jason. Là où la plupart des adultes auraient décidé d'amener Jason Todd dans un orphelinat, Batman va le ramener chez lui et l'adopter. Impressionné par la capacité de survie du petit. Et pour cause, Jason, c'est quelqu'un d'intelligent, de courageux et de plein de ressources, plein de qualités, qui feront de lui un candidat parfait pour un poste qui vient tout juste de s'ouvrir. Une fois accueilli chez Bruce, donc, Jason se verra entraîné pour devenir, une fois pour toutes, le deuxième Robin. Un rôle que Todd va tout le temps prendre à cœur. Il est extrêmement fier d'être le successeur de Dick Grayson pendant les patrouilles de Batman. Jusqu'au jour où Jason et Bruce partiront dans leur première vraie mission en tant que nouveau dynamique duo, celle d'arrêter l'homme mystère. Et ici, c'est bien Jason qui portera le dernier coup à Edward Nygma et permettra d'arrêter le boss de l'opération. Résous cette énigme. Qu'est-ce qui est vert et violet, mais se trouve sous du rouge et du jaune? C'est toi! Une fois que je t'ai étalé... Les mois et les années vont passer et Bruce va commencer à s'inquiéter de voir à quel point la part d'ombre en Jason grandit de façon constante. Il le voit devenir de plus en plus colérique et de plus en plus violent dans sa lutte contre le crime. Bruce, voyant tout ça en Jason, il disait souvent qu'il était différent de Dick Grayson en
tout point, qu'une grosse part d'ombre l'habitait et que cette part d'ombre, elle lui faisait peur. C'est pas longtemps après que tout va malheureusement se concrétiser. La mission était de s'opposer au méchant récurrent de Batman, Double Face, qui serait responsable en partie de la mort du père de Jason. Et quand le petit l'apprendra, c'est là que sa colère va commencer à s'attiser. Heureusement que Jason va parvenir à maîtriser sa colère et à poursuivre la mission, rendant Batman fier. La maîtriser, mais pas l'anéantir. Elle continuera de grandir en Todd jusqu'au soir où le dynamique duo s'en prendra à un trafic sexuel qui fait aussi du deal de drogue. Jason va maîtriser le garde, mais c'est quand Batman va désarmer le chef de l'opération que Jason ira beaucoup trop loin en lui brisant la clavicule. Un acte de violence qui était vraiment pas nécessaire, de un parce que Batman avait déjà désarmé le malfrat, et de deux parce qu'en faisant ça, Jason, il l'a plongé dans un état de choc. Ce qui rend l'interrogatoire vachement trop compliqué pour le mener directement. Et c'est là qu'on va voir un des plus gros red flags de Jason. Je suis désolé. J'ai été bête. Mais il l'a bien cherché. Voilà, Jason, ici, il commence à justifier ses mauvaises actions par le fait que s'il ne les pose pas, bien pire va arriver. Ce qui n'est pas sans aller directement dans le même sens que beaucoup des philosophies des ennemis de Batman. Ra's al Ghul en étant un excellent exemple. Et puisqu'on parle de la tête du démon, c'est lui qui va venir sceller le destin de Todd. Un soir, Ra's al Ghul va engager nul autre que le Joker pour distraire Batman et Robin, pendant que lui planifie une opération d'attaque économique sur l'Europe. Ok, d'accord, c'est vraiment très con dit comme ça, mais ça reste un méchant secondaire. Le fait étant que j'attends encore une bonne occasion de faire une analyse du mal sur Ra's al Ghul, mon méchant de comics préféré. Ici, on ne sait pas trop ce qui s'est passé puisque c'est là que le film commence, mais considérant que le film est une adaptation du comics, il est plus que probable qu'à peu près les mêmes événements se soient déroulés. Le Joker va ici organiser une réunion entre Jason et sa mère qui l'a abandonné, ce qui va très mal finir. Et je vous entends déjà taper furieusement sur vos claviers, blablabla, la mère de Jason, c'est elle qui l'a trahi. Oui, c'est vrai dans le comics, mais le problème étant qu'on a du média ajouté après qui tie-in directement au canon du film Under the Red Hood, qui vient contredire cette information. À ça, je réponds, le film est sorti en 2010, j'ignore ce qui se passe 10 ans après. Non, plus sérieusement, ça c'est purement une représentation de pourquoi je parle pas de méchants purement de comics et qu'à la place, à chaque fois que je touche à ce territoire, je prends directement un film ou une série qui les met en scène et je parle de cette incarnation. C'est parce que, comme d'habitude, les comics n'ont aucun sens et les retcons se multiplient, ce qui rend le fait de présenter une histoire linéaire impossible. Mais bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on retourne à Under the Red Hood. Pour se prouver comme un bon Robin, Jason partira seul affronter le clown, ce qui fut une erreur monumentale. Le Joker va réussir à capturer Todd et le battre avec un pied de biche, de façon sauvage. C'est là que tu vois la résilience de Jason. Même avec un poumon supposément perforé, il résiste au clown et est prêt à lui cracher au visage. Batman va réussir à les localiser, mais malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Le Joker s'enfuit, il laisse un Jason presque battu à mort contempler son destin, pendant que le compte à rebours de la bombe du clown atteint 0. C'est avec horreur que Batman arrive sur les lieux du crime et contemplant l'œuvre de son némésis, prendra le cadavre de Todd dans ses bras. Il se sent immédiatement responsable de la mort de son deuxième Robin. Pour garder la couverture intacte, Bruce va inventer une histoire comme quoi pendant un voyage, Jason est mort pendant un bombardement dans une guerre civile. Plein d'éléments qui vont venir peser sur la conscience de Ra's al Ghul. Ra's, c'est un méchant qui a des idéaux mais surtout qui a un code moral et il tentera de se racheter auprès de Batman. Échangeant le cadavre de Jason Todd avec un faux, il le plongera dans le puits de Lazare. Le puits de Lazare, c'est une eau magique dans laquelle Ra's al Ghul se baigne de façon régulière pour regagner sa jeunesse et donc émuler l'immortalité. Petit manège qui dure depuis plus de 600 ans si on en croit ses dires. Mais malheureusement, c'est pas exactement une magie qui est sans risque parce que Ra's, il utilise le puits de Lazare quand il est aux portes de la mort. Jason, il était déjà trépassé depuis un bon moment. Donc quand il l'a ramené, Jason est devenu complètement fou. Je veux dire, on peut le comprendre, Jason était conscient au moment de l'explosion. Il se rappelait probablement de ce que ça fait de mourir. C'est cette remise en question des lois de la nature qui va pousser Jason de l'autre côté de la ligne. Il devient plus proche d'un animal sanguinaire que d'un homme et s'échappera. Les gardes de Ra's al Ghul le poursuivront, mais malheureusement, ils ne le retrouveront jamais. Ra's va donc conclure que Jason a fini par mourir quelque part dans la nature et il prendra la décision de ne plus jamais affronter Batman. Ouais, sans manquer de respect à Christopher Nolan, le Ra's al Ghul de Under the Red Hood, c'est pas
pas exactement le terroriste qu'on avait dans Batman Begins. Cela dit, les deux sont très bons. 5 ans vont passer, là où Gotham continue d'être Gotham, c'est-à-dire que c'est un lieu juste horrible. Et cette semaine, la grosse menace, c'est Black Mask, un homme en masque noir, seigneur du crime, qui est plongé dans les affaires de pas mal des autres organisations. C'est là que se tiendra une réunion de plusieurs barons de la drogue de Gotham, convoqués on ne sait trop par qui, et c'est là que Jason fera son entrée. Pendant ces 5 ans d'absence, il a visiblement réapprivoisé son propre esprit et surtout, il a adopté un nouvel alias qui a jadis été adopté par l'homme qui l'a tué, j'ai nommé le Joker. Jason Todd ici est mort et Red Hood, lui, fait son grand retour à Gotham. Il va arriver devant les barons du crime et leur présenter les têtes de tous leurs lieutenants qu'il aura réunis en moins de 2 heures, le tout pour leur offrir une entente. Si les barons de la drogue acceptent de rester loin des écoles et des enfants en général et qu'ils verra Red Hood 40% de leurs revenus, ce dernier les protégera à la fois de Batman et de Black Mask. Et de toute façon, l'alternative, c'est de mourir aux mains d'un psychopathe. Ici, on comprend que pendant les 5 dernières années, il y a un moment où Jason, il a repris sa mission. Il est devenu un justicier comme Batman, mais un justicier qui va plus loin, qui ose passer la ligne et surtout qui ose tuer. Il n'hésite même pas à être très cruel. Un de ses gros coups aura été d'ordonner à des criminels de voler un container dans les affaires de Black Mask. Un conteneur où se trouve une arme dangereuse. Ici, en l'occurrence, c'est Amazo, un androïde capable de répliquer les pouvoirs des méta-humains. C'est alors que Nightwing et Batman devront intervenir. Cependant, pendant l'interrogatoire des criminels responsables, un sniper viendra les descendre de très loin. Red Hood va attirer Batman et Nightwing vers le Ace Chemical Lab exposant au Chevalier Noir sa première grosse erreur. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe ici, en fait, Red Hood est en train de semer des indices par rapport à son identité. Il a ramené Batman à l'endroit où il a affronté le premier Red Hood, qu'il n'a pas réussi à le sauver de tomber dans une grosse cuve d'agents chimiques, et c'est cette personne qui est devenue Joker. Red Hood va ensuite faire exploser le laboratoire avec une énorme réaction en chaîne, forçant Batman à le laisser filer. Heureusement que Nightwing a eu le temps de prendre des images du mystérieux personnage, et c'est là que commence l'enquête. Ils identifieront le malfrat comme étant Red Hood, et ils savent très bien que c'est l'ancien alias du Joker. Ils iront donc interroger ce dernier à Arkham, et ça va pas donner grand-chose. Nouveau chaperon rouge, tu m'imagines vraiment une seconde me donnant autant de mal et ne pas faire en sorte que tu saches immédiatement que c'est moi. Jason, pendant ce temps, il continue de déranger les activités criminelles de Black Mask et il tentera d'intervenir dans une livraison d'armes. C'est là que Batman et Nightwing, lui, tomberont dessus. Ici, Red Hood sera poursuivi par le dynamique duo et c'est pendant l'affrontement que le méchant va lâcher un autre indice par rapport à son identité potentielle. Il va dire à Batman qu'il n'a pas perdu la main, indiquant que les deux se connaissent et une autre explosion va permettre à Jason de s'enfuir, brisant au passage la jambe de Nightwing. Et pendant qu'Alfred le remet sur pied, Nightwing, il va soulever quelque chose de très intéressant par rapport à Red Hood. Il a tranché le câble autour de sa cheville avant qu'il ne se resserre. Ça se fait pas comme ça demande de la pratique, ça s'apprend. Et ensuite, il y a le couteau. Tu connais beaucoup de lames qui peuvent couper mes câbles? Ah, pas tant que ça. Ce qui le fait, lui et Batman tiquer, c'est les compétences de combat, les compétences et surtout les équipements de son adversaire. Cette personne a été entraînée et pas par n'importe qui. C'est pendant une autre altercation que Todd se fera remarquer quand un dealer est sur le point d'en exécuter un autre en allumant un cocktail Molotov. Red Hood le fera exploser avec une balle, tuant au passage celui qui le tient. Mais Black Mask avait prévu le coup. C'est là qu'il va envoyer les Fearsome Hand of Four, un groupe de 4 assassins engagés spécialement pour tuer Red Hood. C'est là que Jason va révéler qu'il ne fait en réalité que tenter de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Batman, et pour la première fois en 5 ans, Bruce et Todd vont se battre en équipe. À l'issue du combat, Red Hood sera enlevé par un de ses ennemis, là où il sortira un taser et lui fera exploser la tête avec. Batman et Red Hood se parleront, là où Jason va citer que Batman a déjà eu sa chance et qu'il ne fait que commencer. Mais le Red Hood aura laissé un peu de sang sur la scène, du sang que Batman va bien sûr penser à récolter et à analyser à la Batcave. C'est une analyse de laboratoire qui va confirmer les craintes de Bruce. Red Hood est en fait Jason Todd, revenu d'entre les morts. Même Alfred, il en revient pas. À ce moment-là, les deux, ils paniquent un peu. Ils vont même jusqu'à ouvrir la tombe de Jason pour s'assurer que son cadavre est toujours là et trouveront le faux corps mis par Ra's al Ghul. Ici, on arrive au moment où Jason, il se pointe chez Black Mask avec un lance-roquette modifié avec un pointeur laser. Le but de l'expérience étant donc de tuer Black Mask, mais on s'assure que Black Mask sache
que ça vient de Red Hood. Black Mask va survivre et il va décider d'en finir une fois pour toutes. Il va utiliser ses connexions pour faire évader le Joker d'Arkham et tenter de le convaincre de tuer Jason Todd. Mais ça va se retourner contre le baron du crime qui sera enlevé avec tous les autres de son espèce par le Joker qui compte les faire brûler vifs sur le pont de Gotham. Interviendra alors Red Hood qu'il déclarera avoir fait tout ce qu'il a fait justement pour obtenir audience avec le Joker. Et c'est justement que Batman va arriver à sauver les barons du crime in extremis d'une mort par incinération. Dans le chaos, Red Hood va avoir enlevé le Joker et l'aura amené dans un complexe d'appartements totalement abandonné pour le battre avec un pied de biche. Mais entre-temps, bien sûr, Batman aura confronté son ancien apprenti qui sera révélé au grand jour, le tout en passant par l'allée du crime. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Le fait que ton plus grand échec soit revenu d'outre-tombe ou le fait que je sois devenu un meilleur Batman que toi? Et au passage, on a cette scène magnifique sur le toit de l'église où les deux s'affrontent. C'est génial. Non, sérieusement, quand tu regardes ça, j'ai de la misère à croire que c'est le même studio qui t'a amené ce film et qui t'amènera ensuite des trucs comme Batman Hush. C'est dans le climax que Batman retrouvera Jason dans l'appartement avec le clown et il révélera la vérité. Jason ne veut pas se venger de Batman. Il l'a pardonné de l'avoir laissé mourir. Ce que Jason veut, c'est savoir pourquoi Batman, lui, ne l'a pas vengé en tuant le Joker. Pourquoi Batman ne s'est pas assuré que le Joker ne fera plus de mal à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que même après que Jason ait été une de ses victimes, ce psychopathe est encore en vie. Jason va menacer en premier lieu de tuer le Joker si Batman refuse de le faire. Et quand le Chevalier Noir va refuser, c'est là que Todd va retourner sa veste et déclarer que si Batman veut sauver le Joker, il devra tirer Red Hood dans sa gueule. En pleine crise de colère et n'y voyant plus clair, Jason tire sur Bruce qui va esquiver la balle et enverra un batarang dans l'arme de son ennemi, la faisant éclater au passage. On a le Joker ici qui vient donner tout sens à l'histoire de Red Hood. Ça, tu t'es quand même débrouillé pour trouver un moyen de gagner et tout le monde va perdre. Que moi ici qui vais obtenir ce que je veux ce soir. Et voilà, moi je trouve que c'est une représentation des bonnes histoires de vengeance, à savoir une bonne histoire de vengeance si le héros obtient sa vengeance, c'est pas une fin heureuse. Libre à vous de me trouver des contre-exemples en commentaire. Mais Jason n'a pas dit son dernier mot, il a aussi armé une bombe et le Joker saute sur Batman pour empêcher de la désarmer. Heureusement, le Chevalier Noir parvient à se libérer, à mettre tout le monde à l'abri. Il retrouve le Joker en riant et le Red Hood s'est enfui on ne sait où. Alfred dans la Batcave va demander à Bruce s'il veut qu'il retire l'exposition du costume de Jason dû aux récents événements, ce à quoi Bruce va répondre non parce que ça ne change absolument rien. Ce qui est vrai en quelque sorte, Batman a encore de très bons souvenirs avec Jason Todd et il considère encore que sa mort autant que les actions qu'il entreprend après sa résurrection sont sa faute. Contrairement à beaucoup de choses qui se trouvent dans la Batcave, le costume n'est pas un symbole, le costume n'est pas un trophée, il est un rappel constant de ce qui se passe quand Batman échoue. Et c'est ici que la timeline devient très bizarre parce qu'on a eu 10 ans plus tard un film interactif qui est supposé être une suite et un préquel à la fois de l'histoire de Red Hood, qui épouse donc directement le même canon, non pas des comics, non pas du DC Animated Saga, mais du film Under the Red Hood. Ce film, c'est Batman Death in the Family, qui porte donc le nom du comics où on a vu Jason Todd mourir, qui est censé être une continuation de l'histoire. Mais comme il est plein de retcon et dur à suivre dû à sa nature de film interactif, j'ai décidé de plus ou moins l'ignorer parce que d'un, la fin ici, elle est quand même vachement bien. Et de deux, parce que c'est un méchant de comics et des histoires avec Red Hood, bah c'est pas ça qui manque. Red Hood à travers les médias. Et on y est, comme c'est un méchant qui évolue sur plusieurs médias, j'ai décidé de vous donner certains exemples de ces bons moments en comics, en dessin animé, en film, etc. Comme mentionné, donc Jason Todd, il est né dans les pages de chez DC Comics. Ici, c'est dans le numéro 357 de Batman en mars 1983 que Jason Todd fera sa première apparition, mais il ne deviendra Robin que dans Batman 366 plus tard cette année. Le pourquoi du comment, c'est qu'au début des années 80, Dick Grayson, Robin, il était surtout occupé chez les Teen Titans dont il était le leader. Et ça faisait qu'il apparaissait de moins en moins dans les comics de Batman. C'est là que DC Comics devra trouver un autre Robin pour le remplacer, et c'est comme ça que Jason Todd sortira de l'imaginaire de Gary Conway et Don Newton. Conway étant par exemple l'auteur de la mort de Gwen Stacy chez Marvel, et lui et Newton, son dessinateur, travaillent sur Detective Comics depuis 1937, le magazine qui va voir naître Batman et Robin 2 ans après. Le personnage de Jason Todd, à sa base, c'était surtout une copie carbone de Dick Grayson. Non, sérieusement, la seule vraie différence concrète, c'est que Jason Todd, il était blond et Dick Grayson, il était brun. Lui aussi, c'était le fils de 2 trapézistes artistes de cirque tués par un criminel notoire à Gotham. La différence étant que
Dick Grayson, il était un membre des Flying Grayson tué par Tony Zuko et que Jason Todd, il était un membre des Flying Todd tué par Killer Croc qui a fait dévorer ses parents, vous l'aurez deviné, par des crocodiles. Ouais, bon d'accord, c'est similaire, mais Jason Todd, c'est quand même un petit peu plus métal. C'est ici que certaines différences se font voir. Par exemple, Jason, il est devenu Robin en enfilant le costume après avoir trouvé la Batcave par accident en cherchant à manger au milieu de la nuit. C'est là que Batman va prendre Todd sous son aile comme son nouveau Robin et ça a été l'origine de Jason pendant un bon moment. Jusqu'à l'événement Crisis on Infinite Earth, qui est un méga crossover d'ici qui est célèbre pour avoir retcon beaucoup des origin stories de certains personnages. Et Jason, il en fait partie. Ici, on a une origine beaucoup plus proche de celle du film où Batman attrape Jason en train de voler les pneus de la Batmobile. Ça le fait quand même rire de voir que quelqu'un a les balls de s'en prendre à la voiture de Batman. Et quand Bruce va confronter le jeune qui revient chercher les 2 derniers pneus, ce dernier va lui mettre un coup de fer à pneu dans l'estomac. Oui, cet enfant de 10 ans a non seulement attrapé Batman par surprise, mais a réussi à lui mettre un coup assez violent pour s'enfuir. Et vous connaissez le reste, Batman le ramène à la maison, il devient Robin, blablabla. Ce qui nous intéresse, c'est Death in the Family. C'est dans cette histoire qu'on voit pourquoi Jason ne fonctionnait pas en tant que Robin. Il était impatient, violent et imprudent, allant des fois jusqu'à utiliser des armes à feu et même à désobéir aux ordres. C'est ici que le Joker va tendre à peu près le même piège que dans le film à Jason et qui le fera exploser après l'avoir battu presque à mort avec un pied de biche. Et fun fact, la mort de Jason Todd, c'était pas forcément supposé arriver. La réalité, c'est que d'ici, ils avaient fait un vote chez les fans à savoir si Jason Todd devait vivre ou mourir. Et devinez ce qui a été voté avec une bonne majorité. La mort. Ils ont choisi la mort pour Jason. Je sais pas pourquoi ils devaient pas l'apprécier. Et c'est comme ça que Jason est mort dans les comics. Pendant un moment. En 2006, pendant l'événement Infinite Crisis, Superboy va frapper la réalité en pleine face. C'est pas une image, il a vraiment frappé le mur de la réalité et ça va avoir pour effet de faire de mineures altérations à l'univers, incluant la résurrection de Jason Todd directement à l'intérieur de son cercueil. Et c'est comme ça que Jason va finir dans le puits de Lazare pour récupérer ses forces parce que Ra's al Ghul et sa fille Talia pensaient que l'ancien Robin pourrait leur être utile. Seulement après être, entre guillemets, remis sur pied, ce qui va rendre Jason absolument fou, c'est de voir que même après qu'il l'ait tué, Batman n'a pas tué le Joker et l'a arrêté. Encore. Ça, c'est une différence majeure entre le film et le comics. Dans les comics, Jason, il veut, oui, se venger du Joker, mais il n'a pas pardonné Batman de l'avoir laissé mourir. Il le tient pour responsable et n'hésitera pas à se venger. C'est Talia al Ghul, la fille de Ra's, qui va lui fournir une arme et son iconique masque de Red Hood. Identité qu'il basera sur l'ancien alias du Joker en personne et qui, de manière générale, suit assez bien le canon du film. Différence étant que le comics est beaucoup plus long, vachement plus violent et surtout, le code moral de Red Hood y est encore plus flou. Une autre histoire intéressante avec Jason, c'est celle de Battle for the Cowl. Dans cette histoire qui date de 2009, donc 3 ans après l'introduction de Red Hood dans l'univers des comics et 1 an avant le film Under the Red Hood, Batman est présumé mort, laissant donc son poste vacant. Et bien entendu, vous vous en doutez, c'est Jason Todd qui va tenter de prendre le rôle de Batman. Seul problème, il reste toujours Red Hood, c'est-à-dire qu'il a beau porter un costume de Batman, il est violent, il utilise des armes à feu, il va même jusqu'à tirer sur Damian Wayne, qui, je le rappelle, est encore un enfant. Ce sera Dick Grayson de l'arrêter, Dick qui devra laisser derrière son alias de Nightwing, affrontera Jason et prendra ensuite le mental de Batman comme son digne héritier. Jason, quant à lui, acceptera que Dick est le nouveau Batman, se forgera un nouveau costume de Red Hood plus proche de l'original et deviendra le némésis de Nightwing pendant cette période. Depuis, on peut dire que Jason, il s'est pas mal calmé. Il intègre les Outlaws, une véritable équipe de justiciers où on fait très souvent référence à lui comme un membre de la Bat Family. Et en bout de ligne, dans des histoires comme Three Jokers, par exemple, il travaille même proche de Batman et Batgirl. Bref, Red Hood, avec le temps, c'est devenu un véritable anti-héros. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'était vraiment pas le cas dans Under the Red Hood, dans sa première apparition. Je veux dire, il a quand même essayé de faire exploser Gotham. Et il a fait exploser la ville de Bloodhaven. Il n'hésite pas à mettre des innocents en danger et est inutilement cruel et violent. Red Hood, c'était pas un anti-héros, c'était un méchant. Personnage qui aujourd'hui, 18 ans après, a bien évolué et honnêtement, moi je pense que c'est pour le mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce que j'aimerais énormément avoir, c'est une grosse histoire sur Red Hood où il se remet en question et a un bon arc de rédemption digne du prince Zuko. Mais paradoxalement, je pense que c'est un personnage qui devrait rester avec une moralité très floue. Il a une origin story
story qui est tragique et violente, et c'est ça qui a fait de Red Hood un personnage tragique et violent. Ça, c'est pour les comics, parce que Red Hood, il apparaît dans bon nombre d'autres médias. Par exemple, il apparaît dans la série Titans et dans un petit teaser pour la suite de Young Justice. On a le film interactif Death in the Family qui vient supposément se connecter au film Under Red Hood sorti 10 ans avant. Donc, on a des petites apparitions ici et là, mais honnêtement, rien de majeur et impressionnant. Cependant, dans les jeux vidéo, c'est là qu'il brille. Il apparaît par exemple dans Gotham Knights, un jeu qui a été assez mal reçu, mais c'est pas grave parce qu'il adopte aussi l'alias du Chevalier d'Arkham dans Batman Arkham Knights et il était le premier DLC de Injustice 2 où là vraiment il était un pur bonheur à jouer. Et pour beaucoup d'autres fans, moi le premier, Jason Todd a une autre apparition majeure. Une apparition que les fans ont manqué à l'époque. Red X. Tout le monde le sait, Jason Todd va revenir en tant que Red Hood en 2006. Mais il existe un anti-héros, un personnage d'ici qui est apparu très récemment dans les comics, mais qui pourtant existe depuis presque 20 ans. Et ce personnage, c'est Red X. Petit flashback, en 2003 sort Teen Titans en VF Les Jeunes Titans, une série se concentrant sur un line-up de Teen Titans. Ici, Cyborg, Raven, Starfire, Beast Boy et bien sûr leur leader, Robin. Et le premier qui mentionne Teen Titans Go en commentaire, je vous jure, je retrouve son adresse. La série aujourd'hui, on s'en rappelle pour beaucoup de choses. Une des principales, c'est le fait que l'animation était géniale, c'était de la bonne action et en plus, c'était énormément inspiré d'animés japonais. Mais aussi, elle est célèbre pour une chose, avoir su se séparer du plus grand canon du DC Extended Universe pour se concentrer sur sa propre histoire. Comme par exemple, il y a un double épisode où Robin se voit obligé de travailler pour Deathstroke et quand Deathstroke fait référence au petit Robin comme son fils, il répondra « J'ai déjà un père » avec des chauves-souris qui s'envolent. C'est pas la seule référence à Batman dans la série, très loin de là, mais jamais son nom ne sera explicitement dit. Il en va de même pour Aquaman, Superman, Wonder Woman, etc. C'est une série qui sait faire référence à son canon, mais quand même en faisant son propre bout de chemin. Puis, il y a le cas Red X. Red X, c'est une véritable énigme dans le fandom de Teen Titans. Tu ne crois pas que c'est cette cage à oiseau qui va me retenir? Red X, à la base, c'est Robin qui arbore un alias criminel pour se rapprocher de Deathstroke et tenter de contrecarrer ses plans qui menacent la ville. Mais dans la saison 3, le personnage va faire son grand retour. Ici, c'est un mystérieux voleur qui s'est emparé du costume et des gadgets de Red X et ça n'a jamais été révélé qui se cachait sous le masque volé à Robin. Cet épisode, il a bientôt 20 ans et on n'a toujours jamais eu de suite ni de réponse puisqu'à la fin de l'épisode, Red X parvient à s'enfuir. Et vous me voyez venir, c'est la théorie sur Teen Titans, probablement la théorie la plus célèbre sur la série, si ce n'est sur l'animation DC Comics en général. Red X sera en réalité Jason. Argument numéro 1. Dans un des derniers épisodes de la série, un criminel demande à Robin s'il n'est pas censé travailler avec quelqu'un, mais Robin lui coupe la parole avant qu'il finisse sa phrase, disant que maintenant il travaille seul et qu'il vient de s'installer en ville. Ce quelqu'un, c'est Batman, donc si Robin il est parti, si on suit la logique mise en place par les comics, il est plus que probable que Batman ait trouvé un nouvel apprenti. Et le nouvel apprenti de Batman après Dick, c'est Jason. Du moins, c'est exactement comme ça que le personnage a été créé. Je rappelle que Jason Todd, il existe simplement parce que Robin, il était trop occupé avec les Teen Titans pour être avec Batman. Ce qui est basiquement le pitch de base de la série Teen Titans. Argument numéro 2, le costume de Red X a été construit par Robin et rangé dans une chambre forte avec sa technologie et ses mesures de sécurité. Rappelez-vous que, selon toute logique, cette technologie elle a probablement été fournie par Bruce Wayne, peut-être améliorée par Cyborg, et que Robin, il a été entraîné autant au combat qu'à garder des secrets par Batman. Batman, la personne la plus paranoïaque au monde. Qui serait capable de passer les sécurités mises en place par quelqu'un entraîné par Batman? Sûrement quelqu'un qui a suivi le même entraînement. Argument numéro 3, puisqu'on parle de l'entraînement, on doit aussi parler du style de combat et de pourquoi c'est important. Ce qui a toujours fait des Teen Titans une bonne équipe, c'est que leur style de combat se complète. Robin, il est rapide et agile avec des frappes précises. Raven, elle est capable de faire autant de la magie de support que du crowd control. Starfire, elle est redoutable à distance et très forte au corps à corps. Et Cyborg, c'est l'expert technique. Il a beau être pas super rapide, il frappe
extrêmement fort et il a des gadgets qui lui permettent d'être redoutable autant au corps à corps qu'à distance. Et à côté de ça, t'as Beast Boy qui est capable de se transformer en conséquence de ce que la situation demande. C'est ce qui rend les Teen Titans aussi efficaces, c'est qu'ils sont capables de gérer virtuellement n'importe quelle situation. Et là, t'as Redix qui arrive et qui fait du 1v5 contre les Teen Titans. Relativement facilement en plus. Le tout avec des gadgets à la Batman, c'est-à-dire que c'est beaucoup des petits projectiles super utilitaires et super versatiles, le tout rangé dans une ceinture qui permet de garder virtuellement n'importe quoi. Sans parler qu'à la fin de l'épisode, Robin et Redix doivent former une équipe pour venir à bout de leurs ennemis et regarder le combat. Ils bougent de la même façon, adoptent le même style de combat, même leur carrure est similaire probablement parce que leur entraînement est pareil et donc ils travaillent les mêmes parties du corps pour rester en forme. Et encore une fois, soit c'est quelque chose qui a été transmis à Redix directement par Batman, auquel cas il est plus probable que ce soit Jason Todd, auquel cas il a peut-être suivi le même entraînement, non pas que Robin, mais que Batman avec la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul, auquel cas, Jason Todd aussi, il a mis les pieds là-dedans. Argument numéro 4, peu importe qui a volé le costume, il est capable de rentrer dedans. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Robin a construit le costume sur mesure pour lui, et c'est un ado. Il y a fort à parier que la personne se trouvant dans le costume a donc un âge similaire. Mais selon toute vraisemblance, Redix n'a pas de super pouvoir, il ne les utilise jamais contre les Titans. Donc, qui exactement est célèbre pour adopter des jeunes enfants à l'aube de l'adolescence, les entraîner au combat au corps à corps, et le tout sans super pouvoir? Bingo, c'est du Batman tout craché. Ouais, ok, elle est très difficile à défendre celle-là, je vais vous le donner. Argument numéro 5, la théorie comme quoi Redix est en fait Jason Todd, elle a pris de l'ampleur sur Internet, principalement parce que, dans l'épisode, les créateurs de la série, ils ont décidé de tenter les fans. J'ai déjà fait très souvent la distinction entre une théorie qui est origine de l'idée de certains fans sur l'œuvre qu'ils sont en train de consommer, versus une théorie qui vient directement d'indices laissés par les créateurs spécialement pour qu'on puisse élucider le mystère. Et ici, on est clairement dans le deuxième cas. À un moment donné, dans l'épisode, Beast Boy va sortir un tableau avec plein de théories sur l'identité du mystérieux voleur. Et devinez quoi? Jason Todd en fait partie. Ce tableau, c'est selon moi la raison pour laquelle on n'a jamais eu de confirmation à l'écran de l'identité de Redix. C'est parce que tous les éléments pointent tellement vers Jason que c'est quasiment comme si c'était confirmé. Argument numéro 7, comment le personnage est écrit et comment l'épisode en lui-même est écrit et tout ce qui touche à ce personnage. Robin va commencer l'épisode avec un monologue sur le bien et le mal. C'est simple, il y a le bien et il y a le mal, et la frontière entre les deux est visible. Ces deux côtés sont opposés et aussi différents que le jour et la nuit. Il y a ceux qui commettent des crimes et ceux qui les en empêchent. Et ce monologue, non seulement il revient à la fin de l'épisode, mais en plus il est remis en question. Il y a le bien et il y a le mal, mais il arrive que la frontière entre les deux soit presque indéfinissable. Tout ce que je sais, c'est que la réponse n'est pas facile. Suis-je responsable de tout ce qui s'est passé à cause d'une erreur? Est-ce qu'une bonne action fait de lui un héros? C'est censé être simple, mais ça ne l'est pas. C'est ici tout ce qui entoure Redix, le fait que le bien et le mal, c'est arbitraire. Le fait que Redix, c'est pas un méchant qui fait du mal, c'est quelqu'un qui surveille ses propres arrières, c'est un anti-héros. Mais Ali, tu viens de dire qu'à l'époque, Red Hood, c'était pas vraiment un anti-héros, c'était plus un méchant, blablabla. Ouais, c'est vrai, et je le maintiens, mais c'est là que c'est drôle. Jason Todd va apparaître officiellement en tant que Red Hood pour la première fois en 2005. Et la storyline de Under the Red Hood, quant à elle, elle date de 2006. Et Redix, il fait son grand retour dans la série Teen Titans dans le 2e épisode de la 3e saison. Épisode qui date donc de septembre 2004. On était à une époque où est-ce qu'on n'avait pas encore Jason Todd en tant que Red Hood. Mais ce qu'on avait, c'était Jason Todd. Jason Todd qui était mort à l'époque, mais qui avait laissé derrière lui une image d'un Robin violent et agressif qui aurait pu très facilement basculer du côté obscur. Même si Redix, il n'est pas à proprement parler Red Hood, je maintiendrai toujours le point qu'il est Jason Todd. Il est le destin que les showrunners avaient envisagé pour ce personnage qui, à l'époque, il était déjà mort depuis longtemps. Sans parler que Redix et Red Hood, ils partagent de grosses similarités. Comme l'alias commençant par Red par exemple, ou encore leur code moral. Voilà, ça c'est un gros point du personnage de Red Hood. Il va toujours justifier ses actions par la fin justifie les moyens. Il refuse de voir qu'il est à 100% du mauvais côté de l'axe moral. Selon lui, Red Hood n'est pas un méchant, il veut simplement la justice. Et la justice, c'est ce que les gentils veulent. Ensuite, on a aussi cette réplique.
Je croyais que tu n'aimais pas jouer les héros. J'ai dit que je n'aimais pas que je ne savais pas. Il n'aime pas jouer les héros, mais ça veut pas dire qu'il ne sait pas comment faire, ce qui implique qu'il aurait bien pu travailler avec Batman en tant que Robin avant. La théorie que je vous propose, c'est que les showrunners de Teen Titans ont voulu donner une continuation à l'histoire de Jason Todd, mais soit ils ont abandonné l'idée, soit ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Probablement pour deux raisons en particulier. La première, c'est que Teen Titans, comme mentionné, c'est une série qui a tendance à s'éloigner du plus grand canon de l'univers d'ici. Comprenez-moi bien, les caméos dans cette série, c'est un véritable festin. On a des personnages comme Aqualad, on a Speedy, on a même Kid Flash. Si bien que dans la série Teen Titans qui ne présente pas le line-up original, on peut reprendre le line-up original avec les équipes secondaires. Mais c'est une série qui reste quand même loin de la mythologie de DC Comics. Par exemple, on peut déduire grâce à beaucoup d'easter eggs que ce Robin est en fait Dick Grayson, mais son nom n'est jamais prononcé. Et c'est comme ça pour la plupart des personnages, Beast Boy étant une exception, mais le fait étant que les identités secrètes dans Teen Titans, elles semblaient exister, mais n'entraient jamais vraiment en compte. Même quand ils sont à la maison, ils se nomment d'après leur alias et ils ne traînent jamais avec leur habit de civil. Révéler l'identité secrète de Red Hood, ça aurait été mettre un gros spotlight sur le concept même d'identité secrète et ça aurait pu atténuer la cohérence de la série. Mais aussi, une autre théorie que j'aime bien, c'est que c'est justement Under the Red Hood qui est venu tout arrêter. La série Teen Titans achève sa diffusion avec sa 5e saison qui est une addition aux 4 prévues à la base en janvier 2006. Et entre février et mars de la même année, les numéros du comics Under the Red Hood commencent à sortir. Voyant la proximité entre la fin de la série et la création du Red Hood de Jason Todd, il est clair que sa conceptualisation a commencé pendant que la série était encore diffusée, et peut-être même pendant qu'elle était en cours d'écriture. Considérant donc encore une fois le fait que la saison 5 de Teen Titans c'est une saison qui a été rajoutée par-dessus les 4 prévues à la base, et qu'on avait probablement déjà l'idée de ramener Jason Todd en Red Hood, il est plus que probable que la storyline de Redix ait été simplement abandonnée. Le tout pour pouvoir donner plus de spotlight à Jason Todd ailleurs. Ce qui est bien parce que, soyons honnêtes, Under the Red Hood, c'est un excellent comics et la série Teen Titans, elle est déjà parfaite comme elle l'est. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son apparition, Redix a rejoint le monde du comics en 2021 avec Teen Titans Future State où l'alias est adopté par un certain Brick Petiroso. Mais en regardant tous les indices laissés par la série originale, il est difficile de se demander si quelque part, le personnage sous ce masque marqué d'un X ne serait pas bel et bien sous l'apprentissage de Batman. Une perte dans la famille. Après 38 épisodes, le bien et le mal, je pense que vous commencez à saisir un peu c'est quoi un héros et un méchant. Mais les anti-héros... Oh, ça c'est un territoire risqué. Selon le Larousse, le anti-héros se définit comme suit. Soit un personnage aux caractéristiques contraires à celles d'un héros traditionnel, soit un personnage sans identité ni psychologie. Et ici, on est vachement dans le premier cas, on parle d'un anti-héros en tant que véritable personnage. En cours de français, moi, dites-moi si je suis le seul dans mon cas, mais on m'a appris que le premier anti-héros de l'histoire de la littérature, c'était le protagoniste du roman d'Albert Camus, L'étranger, paru en 1942. Idée avec laquelle, moi, j'ai toujours eu énormément de misère, parce que si ce que tu cherches, c'est un protagoniste qui n'épouse pas les caractéristiques traditionnelles d'un héros, il suffit de te tourner vers la Grèce antique pour trouver une bande d'alcooliques violents plus problématiques les uns que les autres. Mais pour le cas de la Grèce antique, c'est comme ça qu'on écrivait les héros à l'époque. Peut-être que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'avec L'étranger, c'est la première fois qu'un protagoniste est intentionnellement, moralement questionnable et même pathétique. Et là, toujours pas, parce que la moralité questionnable, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez des personnages comme Rob Roy ou chez Robin des Bois, des personnages qui datent du 19e siècle. Bref, les anti-héros, on est obsédé par le fait de mettre une datation avec le premier parce que c'était une innovation, alors que ça n'a pas lieu d'être. La moralité questionnable, c'est quelque chose qui génère énormément de conflits. Et le conflit, c'est la base d'une histoire. Donc, par cette définition, un personnage qu'on ne sait pas trop si oui ou non ses actions sont bonnes, c'est quelque chose que sans vraiment le vouloir, on met dans nos histoires depuis aussi longtemps qu'on sait écrire. Voyons donc ici comment Red Hood en lui-même, dans son film, entre dans l'archétype du anti-héros. Premièrement, j'ai tendance à dire c'est par la justification de ses actions les plus violentes. Quand Batman réprimande Jason, il accepte qu'on lui crie dessus et reconnaît avoir mis la mission en péril, mais il dit que le malfrat le méritait de toute façon. Ici, le problème, c'est pas que Jason il a fait preuve de violence abusive et de cruauté, c'est le fait qu'il a mis le malfrat en état de choc, empêchant Batman de l'interroger comme il se doit. Genre, si c'était quelqu'un qui avait pas pu leur être utile, ses actions auraient été 100% justifiables. Mais il y a aussi la question du puits de Lazare qui rentre en jeu, quelque chose de souligné par Jason lui-même. Oh, tu as parlé avec race, c'est ça?
Alors ça te rassure de t'imaginer que c'est mon petit plongeon dans sa fontaine de jouvence qui m'a rendu cinglé? Ou tu penses que c'est ma vraie personnalité? Ici, on nous pose un fait et on développe avec une question. Le fait étant, Jason a une énorme part d'ombre en lui qui le pousse à être violent et mauvais. Mais d'où vient cette part d'ombre? Est-ce qu'elle était déjà comme ça à l'époque où il était Robin? Ou est-ce que c'est le puits de Lazare qui l'a simplement fait apparaître? C'est pas totalement clair où est le bon et où est le mauvais en Jason. C'est ce qui fait de lui un anti-héros. Ou du moins, c'est ce qu'il est devenu. Parce qu'encore une fois, selon mes standards à moi, dans son œuvre originale, Red Hood, c'est un méchant. Je suis prêt à vous faire un compromis pour un anti-vilain, mais il a fait exploser une ville. Et on a ensuite, selon moi, le point le plus important pour Jason, ce qui définit son personnage. L'opposition à la Bat-Family. Oui, c'est dans le titre anti-héros, c'est l'anti d'un héros, donc ça prend un héros à qui s'opposer. Et ici, c'est Batman, tous les Robins, les Batgirls, etc. Bref, la Bat-Family comme on les a surnommés. Bon, déjà, comme tout membre de la Bat-Family, ce que Red Hood veut, c'est la justice. Il a exactement les mêmes objectifs, mais pas les mêmes moyens et outils pour y arriver. Tu prétends le juguler par la peur, mais que fais-tu de ceux qui n'ont pas peur? Moi, je pousse la logique jusqu'au bout et je les élimine. Batman, il suit un code de règles strictes. Il est prêt à blesser et à intimider en dernier recours, voire à manipuler, mais il envoie les gens en prison, là où Red Hood défend le point qu'une approche plus directe est nécessaire, demandant le meurtre. C'est là que toute l'histoire prend son sens, le catalyste de ce qui fait de Jason un anti-héros, et ça passe par 4 personnages à qui il s'oppose. Premièrement, ça passe par Alfred, qui lui est tétanisé de voir la possibilité que Jason Todd soit en vie. Le tout parce que les Robins, c'est des échos à Batman. Considérant le fait que Nightwing apparaît dans le film et que Tim Drake n'est nulle part où être identifié, il est plus que possible qu'on est dans une période où Batman agit sans Robin. Il n'a donc eu que 2 Robins, et ces 2 Robins, ce sont des échos de Bruce, dans le sens où ce sont tous les 2 des orphelins qui prendront la décision de combattre le crime pour obtenir la justice. Et Alfred, il a été là toute l'enfance de Bruce pour le guider, et c'est globalement ce qu'il a fait aussi avec les Robins, mais il voit la pourriture en Jason. Il sait que le petit est colérique, voire sans pitié, et surtout, il sait que Dick et Bruce n'étaient pas comme lui. Les 2 petits avaient leur part d'ombre, c'est stupide de dire le contraire, mais le fait étant que c'était pas au même niveau que Jason. Jason, quand il est arrivé au Manoir Wayne, il commençait déjà à tomber. Et quelque chose qui vient du comics Under the Red Hood, que moi je suis encore très en colère qu'ils aient pas mis dans le film, c'est un flashback de Alfred. Un flashback qui montre à quel point Jason est un personnage dérangeant. Un moment où Jason a glacé le sang d'Alfred, où Alfred a tenté de lui expliquer que les criminels ont tous peur de Batman, qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils le prennent pour une légende, qu'ils ne savent rien de lui, de ses stratégies, de ses gadgets ou de comment il va les arrêter. Et Jason, lui, il répondra que même si ces criminels ont peur de Batman, ce qu'ils savent, c'est qu'il ne les tuera jamais. Déjà ici, ça établit Jason comme le mouton noir de la famille, et pas à n'importe qui, aux yeux de Alfred. Alfred qui porte la Bat-Famille sur son dos depuis des années. Alfred, qui est probablement la seule personne 100% saine d'esprit dans cette famille. Vient ensuite notre deuxième acteur, j'ai nommé Dick Grayson. Et plus particulièrement ici, on soulève la question du mental de Robin et de ce qu'il peut représenter pour Batman. Jason, il était super excité à l'idée de devenir le nouveau Robin. Regardez ça. Regardez-moi, je suis Robin, le petit prodige. Non mais tu plaisantes, c'est trop cool. Allez, dépêche-toi le vieux, on a un tas de méchants à prendre en chasse. Mais quelque chose qui est impliqué au début du film et qui est très présent à la fois dans le comics et dans ses prédécesseurs, c'est à quel point en quittant le mental de Robin, Dick Grayson a laissé de grosses chaussures à remplir. Ce Nightwing, c'est le premier coéquipier de Batman, le premier Robin. Et pour cause, autant au niveau de l'univers, Nightwing a su devenir une véritable légende, tellement qu'on ne reconnaît pas son identité, mais c'est un fait connu qu'il portait le costume de Robin à la base. Et même que c'est un point important quand Jason revêt le costume pour la première fois. Batman le réprimande même d'avoir pris le costume de Robin comme s'il en avait le droit. Je rappelle qu'en tant que tel, Jason Todd est non seulement arrivé comme une copie cheapose de Dick Grayson, mais en plus que Grayson, à ce point, il avait été Robin pendant presque 45 ans. Et je sais pas si c'est tant le fait que Jason a été mal reçu en tant que nouveau Robin, mais
ben, les fans ont quand même voté pour le faire tuer. Ça cache quelque chose. La Bat Family est une famille. Les Robins sont tous des frères Batman, et le père Alfred est le grand-père. Et bah, Jason, c'est un petit peu le petit frère. C'est un petit peu le mouton noir edgy qui admire secrètement son grand frère, ici Nightwing, mais qui n'osera jamais lui avouer et qui complexe énormément parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais faire aussi bien que lui. Pour clôturer ici la Bat Family et les oppositions de Jason vers les héros, eh bien, il y a Batman. Et ça passe encore une fois par Nightwing. Tous les Robins, après avoir perdu le mental, sont devenus quelque chose d'autre. Par exemple, Tim Drake, lui, il deviendra Red Robin, un super-héros à part entière, tout comme Nightwing. Mais pour nous concentrer sur nos deux rivaux, Jason et Dick représentent respectivement le pire et le meilleur de ce qu'il y a en Batman. Nightwing, c'est un petit garçon qui a été sauvé. C'est un enfant qui a perdu ses parents et qui a dû apprendre à guérir. Et surtout, il est venu se réfugier sous l'aile d'un Batman prêt à l'aider, pas dans l'espoir qu'il devienne comme Bruce, mais dans celui qu'il ne le devienne pas. Le résultat de ce Robin, c'est donc Nightwing, le nom d'un héros inspiré par une légende racontée par Superman, qui protège la ville de Bloodhaven, mais qui, contrairement à Batman, se bat toujours avec le sourire en faisant des blagues et en prenant le temps de parler aux gens, d'interagir et étant beaucoup plus proche d'un Spider-Man que d'un Batman. Red Hood, c'est tout le contraire. Il est devenu exactement ce que Batman tentait de lui éviter de devenir et exactement ce que Batman lui-même tente d'éviter de faire avec son fameux code moral. Il est les recoins les plus sombres de ce héros qui lui-même est déjà très sombre. Un esprit torturé, qui a mal et qui est passé par-dessus cette ligne dont on ne peut pas revenir. Batman maintiendra pendant le film que Jason avait besoin d'un mentor, qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'éloigner de cette vie. Mais en vrai, peut-être que le mal était déjà fait. Si je ne l'avais pas transformé en Robin, il aurait fini par mal tourner. Et ensuite, je l'ai fait tuer. C'est de là que tout origine. Même si Jason, il a le cœur de quelqu'un qui veut vraiment faire le bien, il était déjà beaucoup trop parti loin. Il était déjà beaucoup trop sombre. Et de l'entraîner quand même en voyant tous ces red flags, c'était ça l'erreur de Batman. C'est sa plus grande faute, ne pas avoir vu qu'il plongeait Jason trop proche de cette violence, de tout ce qui ne faisait qu'attiser sa colère. Et c'est Red Hood qui en est ressorti de l'autre côté. Quelqu'un qui tue, qui est violent et surtout qui remet les codes moraux de Batman en question parce qu'il ne les comprend pas. Bruce ne tue pas, c'est son code moral et c'est une preuve de force, mais Jason le prend comme une preuve de faiblesse. C'est encore ton précieux code moral qui t'empêche de faire ça? Ça t'est donc trop difficile de franchir cette ligne? Non, c'est exactement le contraire. Non, c'est justement trop facile. Si je me laisse aller ne serait-ce qu'une seule fois sur cette pente fatale, je ne pourrais pas la remonter. Oui, Batman est effrayé de ce qu'il pourrait faire s'il n'avait pas son code moral, mais c'est justement ce qui fait sa force. C'est justement ce qui fait ultimement de Batman un héros. C'est de voir la ligne, c'est d'avoir peur de la franchir. Quelque chose que Jason ne comprend pas et surtout quelque chose que Jason ne voit pas. À la fin du film, on est présenté avec cette dichotomie où Bruce dit essentiellement qu'il se refuse à tuer, ce que Jason comprend comme Batman est incapable de tuer. Et Bruce va tenter de lui expliquer, il va tenter même de lui expliquer très clairement pourquoi il n'a pas tué le clown. Le message ici étant, Jason, on est des héros, il faut qu'on soit meilleur qu'eux. Mais ça, c'est pas quelque chose que Todd comprend. Ça fait le tour de la Bat Family pour le film Under the Red Hood. Mais j'ai bien dit 4 personnages. Et le 4e, c'est le Joker. Le Joker, probablement le meilleur ami de Batman, le personnage le plus important de sa mythologie, le yin de son yang, aussi fou que lui, le bien à son mal, et de manière générale, la remise en question parfaite du code moral de la chauve-souris. Je ne te parle pas de tuer le pingouin ou l'épouvantail ou Harvey Dent. Je te parle de lui. Seulement lui. Parce qu'il m'a séparé de toi. Beaucoup d'œuvres de Batman et du Joker tournent autour du fait que si Batman se salissait les mains, s'il finissait finalement par le tuer, imaginez toutes les personnes qu'il pourrait épargner. Par exemple, dans Batman The Dark Knight Returns, t'apprends que Bruce, il a compté le nombre de personnes que le Joker a tuées et qu'il considère que c'est lui qui les a tuées sauvagement en laissant le clown vivre. Et c'est exactement ça que représente Jason, les erreurs de Batman, la remise en question de son code moral. Mais aussi et surtout, Jason, c'est l'enfant bâtard du Joker et des pires côtés de Bruce Wayne. Il est une erreur de Batman, une erreur que la chauve-souris a malheureusement laissé tomber entre les griffes du clown psychopathe. Et pour le Joker en tant que tel, Red Hood,
Il a adopté l'alias de Red Hood et je sais pas si vous voyez à quel point c'est messed up. À une époque, Red Hood était un prince du crime à Gotham, mais en fait, ce n'était qu'une fausse piste pour les enquêteurs de la ville. Personne n'était réellement Red Hood. Il n'était qu'un random à chaque apparition qui semblait mener les opérations, mais qui n'existait pas vraiment. Il était une façon pour les barons du crime d'envoyer les policiers enquêter sur une personne qui n'existe pas. Et éventuellement, ce random, c'était le Joker. Le Joker que Batman n'a pas réussi à sauver. Exactement comme Jason qui va adopter l'alias de l'homme, qui l'a tué pour tenter de se venger et de se l'approprier. Réunissant Jason Todd et Red Hood, les deux plus grandes erreurs de Batman en une seule personne. Parce que pensez-y, on imagine souvent, et si Batman était arrivé plus tôt, et s'il n'avait pas entraîné Jason Todd, le petit serait encore en vie? Oui, mais si Batman avait réussi à sauver le Joker cette nuit, il n'aurait pas tué Jason Todd. Il est à la fois un anti-héros, un anti-vilain, un super-héros et un méchant. Il est la souffrance d'un enfant qui perd tout à un jeune âge. Il est la colère d'un adolescent qu'un mentor n'a pas réussi à sauver. Il est la violence d'un adulte en quête de vengeance, mais toujours avec le cœur d'un petit garçon qui se sent trahi par son père qui ne l'a pas vengé. Il est le Red Hood. Donc, Red Hood, définitivement mon anti-héros préféré de l'histoire des comics et un de mes membres de la Bat Family et généralement personnage d'ici préféré. Pour son alignement, donc, comme on prend en compte que le film Under the Red Hood, qu'ici, son but, c'est la vengeance et qu'il ne montre absolument aucun signe de rédemption et n'hésite pas à blesser n'importe qui se met sur sa route, je vais l'envoyer à Chaotique Mauvais. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour voir une autre vidéo qui parle de la mythologie de Batman. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler, toujours avec le hashtag analyse du mal. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche au passage, ainsi que de nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.